partage. Ah, c'était juste un rappel. Hein. Et je commence l'enregistrement, s'il vous plaît. Ah. Allez, on commence la séance d'aujourd'hui. Donc, ça concerne les types de la récursivité. Donc, c'est la suite de ce qu'on a vu la fois passée. Est-ce que le partage est bon? Oui. Ok, parfait. Les types de la récursivité. Alors, on commence. Donc, le premier type de la récursivité, on l'appelle récursivité terminale. Récursivité terminale. J'explique. Alors, on parle de la récursivité terminale si l'exécution d'un appel récursif n'est pas suivie par l'exécution d'une autre instruction. Un problème? Vous avez toujours le partage, s'il vous plaît? Oui, oui, ben, normal. Oui, monsieur. Bon, j'ai une alerte à mon niveau. Alors, donc, on parle de récursivité terminale, c'est l'exécution d'un appel récursif n'est pas suivi par l'exécution d'une autre instruction. Cet appel est des récursifs à droite ou encore appelé récursivité terminale. Alors, j'explique. On parle de récursivité terminale si l'appel récursif, c'est-à-dire lorsque F appelle F éventuellement, c'est-à-dire l'appel récursif, n'est pas suivi par l'exécution d'une autre instruction. Ça veut dire que l'appel récursif, c'est la dernière instruction de l'action. D'accord? C'est-à-dire juste après l'appel, il n'y a aucune instruction. Alors, dans ce cas, on parle de récursivité à droite ou bien récursivité terminale. D'accord? Alors, en récursivité terminale, les appels récursifs n'ont pas besoin d'être empilés ou bien enregistrés ou bien sauvegardés dans la pile d'exécution, car l'appel suivant remplace l'appel précédent dans le contexte d'exécution. J'explique. Alors, un exemple. Je vais expliquer ça à travers un exemple. Alors, vous avez cette action, l'action P, d'accord? Le début, elle gère un ensemble de variables avec un ensemble d'instructions. Ensuite, il y a un appel récursif, d'accord? Alors, remarquez qu'après cet appel récursif, il n'y a rien, il n'y a pas d'instruction. C'est-à-dire, l'appel récursif, c'est la dernière instruction de l'action. Dans ce cas, on parle de récursivité terminale, c'est-à-dire l'appel récursif termine l'action. Il n'y a pas d'instruction qui suivent l'appel récursif. D'accord? Donc, récursivité terminale, l'appel récursif, c'est la dernière instruction de l'action. C'est-à-dire, on ne trouve pas des instructions après l'appel récursif. Alors, maintenant, pour le déroulement de cette action, par exemple, pour le déroulement de cette action. Alors, suivez bien, s'il vous plaît. Alors, je commence l'exécution de cette action, par exemple, c'est le niveau 0, c'est le niveau 0 qui commence. Et remarquez qu'il y a une certaine variable ici, I. I appartient à l'action P, donc on doit la retrouver dans les différents niveaux, mais possible avec des valeurs différentes. Alors, par exemple, pour la première exécution, I égale 3, d'accord? Comme par hasard, la valeur de I égale 3, la valeur 3. Ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, je commence l'exécution de cette action, le niveau 0, première exécution. Ensuite, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir appel à P. Deuxième niveau, c'est-à-dire la deuxième exécution. Mais elle a sa variable I, puisqu'il y a I ici. Donc, sûrement, il y a une variable I ici. Mais possible que ce soit avec une autre valeur. D'accord? Dans le niveau 1. Je commence l'exécution du niveau 1 jusqu'à un appel de P. À partir de cet instant, on lance la troisième exécution de P. D'accord?
Alors, P commence à s'exécuter. Il manipule toujours la variable I, mais possible avec une autre valeur. D'accord? Jusqu'à un moment donné, il y aura un appel à P parce que c'est des appels récursifs. Ensuite, il va y avoir une nouvelle exécution de P. P va commencer à s'exécuter. Il manipule une variable I, mais il appelle quand même l'action P, un appel récursif. D'accord? Et on commence l'exécution du niveau 4, le dernier niveau, c'est-à-dire cette action va appeler l'action P. L'action P va manipuler la variable I, d'accord? Mais supposons que c'est le dernier niveau d'exécution. C'est le dernier niveau d'exécution, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'appel récursif. Comment? On l'a vu. Ça veut dire que l'appel est toujours sous la portée d'une condition. L'appel est conditionné, donc à un moment donné, la condition devient fausse, il n'y aura plus d'appel. Alors, s'il vous plaît, lorsque je termine le niveau 4, où est-ce que je vais revenir? Niveau droit. Très bien. À quel niveau exactement dans le niveau 3? Où exactement? Dans l'appel de P. Pardon? تحت لا بروسيدور تسمى في الفهم. Exact. Ici. On revient à l'instruction qui suit l'appel. Mais il n'y a pas d'instruction qui suit l'appel parce que l'appel, c'était la dernière instruction. Vous avez compris? C'était la dernière. Donc, lorsque je reviens ici au niveau 3, je ne vais rien exécuter. D'accord? Et je vais terminer aussitôt le niveau 3. Et je reviens ici. D'accord? Ici, éventuellement pour exécuter quelque chose, mais il n'y a pas d'instruction après l'appel. Donc, l'action va se terminer aussitôt. Je reviens ici, pareil, et je reviens ici à ce niveau-là pour ne rien faire. D'accord? Alors, dans ce cas, on parle de récursivité terminale. Après l'appel récursif, il n'y a pas d'autres instructions. Alors, tout ça pour vous dire ce qui suit. Alors, puisque je reviens ici, je ne vais pas manipuler des variables à travers des instructions, puisqu'il n'y a rien. Donc, aucune manipulation de variables. Donc, la valeur de I, pour moi, n'est pas importante, donc je ne dois pas la sauvegarder, puisque je ne vais pas la manipuler. D'accord? Pareil, lorsque je reviens ici, puisqu'il n'y a pas d'instruction ici, donc les valeurs des variables qui se trouvent ici ne sont pas importantes, puisque je ne vais pas les manipuler. Et pareil pour ce niveau, et pareil pour ce niveau. D'accord? Donc, pour la récursivité terminale, les valeurs des variables ne sont pas importantes, donc je ne dois pas les sauvegarder. D'accord? C'est l'explication de ça. Lorsqu'on a dit en récursivité terminale, les appels récursifs n'ont pas besoin d'être empilés, c'est-à-dire n'ont pas besoin d'être enregistrés. D'accord? Parce que au retour, je ne vais pas les manipuler. D'accord? Voilà. Alors, exemple. Par exemple, vous avez la procédure afficher récursivité. D'accord? J'affiche en récursivité. J'affiche, par exemple, une suite. Alors, si i inférieur ou égal à n, alors écrire i. La question revient à afficher une suite de valeurs, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n. D'accord? Alors, si i est inférieur ou égal à n, alors écrire i. Ça, c'est une instruction qui ne contient pas un appel récursif. Ensuite, il y a un appel récursif, d'accord, et fin de si. Quel est le type de cette récursivité? Quel est son type? Terminal. Terminal, exact, c'est une récursivité terminale parce que après l'appel, il n'y a rien, il n'y a pas des instructions après l'appel. On parle de récursivité terminale, d'accord? Après l'appel, il n'y a rien. Et du coup, je n'avais pas besoin de sauvegarder ces valeurs, d'accord? Donc, c'est simple comme fonctionnement. Je ne sauvegarde rien. Une fois qu'il y a l'appel, j'appelle et j'exécute. J'appelle et j'exécute et ainsi de suite. D'accord? Alors, par exemple, si je vous demande de dérouler cet affichage sur N, alors par exemple, la première exécution, par exemple, si on donne, par exemple, 4, d'accord, N égale 4, le premier appel se fait avec la valeur 1, d'accord. Si I inférieur ou égal à N, oui, alors je vais écrire I, donc je vais afficher 1, d'accord. Et je vais appeler la procédure avec toujours N, mais I plus 1 avec le paramètre 2. Vous avez compris? Donc, la deuxième exécution commence. Si I inférieur ou égal à N, le test, c'est 2 inférieur ou égal à 4, oui, donc je vais afficher
2. D'accord? Et je vais appeler l'action avec le paramètre 3. 3 commence à s'exécuter. 3 inférieur ou égal à n, oui. Donc, je vais afficher 3. D'accord? Et jusqu'à arriver à 4. Pareil pour 4. À un moment donné, 4 inférieur ou égal à 4. Alors, écrire i. D'accord? 4. Ensuite, je vais appeler l'action, mais avec le paramètre 5, i égale plus 1. I plus 1, ça devient 5. 5 n'est pas inférieur à 4, donc je sors. Vous avez compris? Donc, j'aurai un affichage 1, 2, 3, 4. L'idée, c'était quoi? Lorsque j'exécute cet appel, au retour, je n'ai pas besoin de la variable, de la valeur de i. Vous avez compris? Lorsque je termine cet appel, lorsque je reviens ici, il n'y a aucune instruction qui est là. Donc, je n'aurai pas besoin de la variable de i. Vous avez compris? Voilà. Donc, j'aurai un affichage 1, 2, 3 dans le cas général jusqu'à 1. C'est une récursivité terminale. Donc, ça, c'est le premier type de la récursivité. Donc, ce qu'il faut retenir, pour la récursivité terminale, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel après l'appel récursif. Et du coup, je n'aurai pas besoin de sauvegarder les valeurs des variables. Pour la simple raison, lorsque je reviendrai ici, je n'aurai aucune instruction à faire et par conséquent, je n'aurai pas besoin de ces valeurs. Donc, pas la peine de les sauvegarder. Est-ce que c'est clair pour la récursivité terminale? C'est bon? Oui. Ça va s'éclaircir encore plus lorsqu'on va voir la récursivité non terminale. Donc ça, c'est pour la récursivité terminale. Deuxième type, s'il vous plaît, et ça demande un peu plus de concentration, s'il vous plaît, récursivité non terminale. Récursivité non terminale. Alors, une action récursive est dite non terminale si l'appel récursif est suivi d'une ou plusieurs instructions. Voilà. Donc, après l'appel récursif, lorsque f appelle f, après l'appel, on risque de trouver une ou plusieurs instructions. C'est-à-dire l'appel n'est pas la dernière instruction de l'action. On trouve d'autres instructions qui suivent l'appel. Alors, dans ce cas, le résultat de l'appel récursif est utilisé pour réaliser un traitement. D'accord? Alors, s'il y a des instructions après l'appel, donc sûrement ces instructions manipulent le résultat de l'appel. D'accord? En plus, bien sûr, du retour d'une valeur. Donc, le traitement va éventuellement changer des variables, vont éventuellement toucher aux variables qui vont être utilisées par les instructions qui suivent l'appel. J'explique à travers un exemple. Alors, une action récursive non terminale nécessite une pile. Pourquoi cette pile? Pour la sauvegarde. J'explique. Alors, suivez s'il vous plaît. Exemple. Soit l'action paramétrée suivante. Alors, vous avez une action P. Vous avez un ensemble de variables, par exemple, entre autres le I. C'est des variables qui ont éventuellement des valeurs. Ensuite, il y a l'appel récursif P. P qui appelle P, donc un appel récursif. Mais après P, il y a d'autres instructions qui manipulent éventuellement la variable I. D'accord? C'est-à-dire, on trouve des instructions après l'appel. Dans ce cas, on dit que la récursivité n'est pas terminale. D'accord? N'est pas à droite, elle n'est pas terminale. Parce que, quand même, on ne termine pas avec l'appel. On trouve des instructions après l'appel. Alors, la différence avec le type précédent. Allez, on va essayer de dérouler, de simuler le fonctionnement. Allez, suivez s'il vous plaît. Alors, pour le niveau 0, donc il y a toujours une variable i, c'est la variable i qui a éventuellement la valeur 3 ici. Ensuite, à un moment donné, j'appelle l'action P, c'est un appel récursif. Donc, à partir de cet instant, je commence la deuxième exécution de P. Donc, maintenant, la deuxième exécution de P, on trouve la variable i, certainement, parce que c'est la même action, mais possible avec des valeurs différentes. D'un appel à un autre, la valeur change. La valeur change. Donc ici, la valeur de i égale à 8. Ensuite, je commence l'exécution jusqu'à trouver un appel récursif, notre appel P. À partir de cet instant,
je commence la troisième exécution de P, le niveau 2. Je manipule la variable i, mais éventuellement avec une autre valeur. Ici, i était égal à 8, maintenant il est égal à 5. Alors, je commence l'exécution jusqu'à un appel récursif. J'appelle à nouveau l'action P qui va manipuler la variable i, mais éventuellement avec une nouvelle valeur. Ensuite, il y a un appel récursif, le dernier appel récursif. Donc, j'appelle l'action P qui va manipuler la variable i, mais avec éventuellement une valeur différente, parce que les valeurs peuvent changer d'un appel à un autre, les valeurs. J'exécute l'action P et dans ce niveau, il n'y a pas d'appel récursif, c'est-à-dire la condition devient fausse. Alors, si je termine le niveau 4, où est-ce que je vais revenir? Niveau 3. Niveau 3, à quel niveau exactement? Où exactement? Après la fonction P. Après l'appel de P. Exact, après l'appel de P, pour exécuter l'instruction qui suit l'appel. Vous avez compris? Ensuite, j'exécute cette instruction. Lorsque je termine, je reviens au niveau 2 après l'appel pour exécuter cette instruction. Vous avez compris? Donc, je reviens ici. Sauf que, faites attention, lorsque je reviens ici, cette instruction va manipuler la variable i, va la manipuler, mais en principe, avec quelle valeur? Il faut que je la manipule avec la valeur 1, c'est-à-dire lorsque j'étais au niveau 3, la valeur de i était égale à 1. Donc, je reviens ici pour manipuler la variable i, mais avec la valeur 1. D'accord? Maintenant, lorsque je termine le niveau 3, je reviens au niveau 2. Cette instruction va manipuler la variable i, mais elle va manipuler la variable i avec la valeur 5, et non pas avec la valeur 1, avec la valeur 5. D'accord? Lorsque je termine le niveau 2, je reviens au niveau 1 pour exécuter l'ensemble des instructions qui vont manipuler la variable i, mais avec la valeur 8. Et ainsi de suite, jusqu'à remonter au niveau 0 pour manipuler la variable i, mais avec la valeur 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Pour pouvoir restituer ces valeurs, d'accord? Parce que les valeurs changent d'un appel à un autre. Pour pouvoir les restituer, donc il fallait les sauvegarder quelque part, n'est-ce pas? Donc il fallait les sauvegarder quelque part. Et remarquez, lors de restitution, je restitue 1, ensuite je restitue 5, ensuite je restitue 8, ensuite je restitue 3. Alors, qu'est-ce que vous remarquez sur le sens de la restitution? Du dernier vers le premier. Du dernier vers le premier, tout à fait. Oui. Voilà, du dernier vers le premier. Et ces comportements correspondent à quelle structure de données? Les faux. Les faux, Piles. c'est le fameux Une les pile. faux, donc c'est les piles, Pile. les piles. Parce que finalement, lorsqu'I égale 3, avant d'appeler, au moment de l'appel, je vais exécuter une nouvelle exécution de P avec la valeur 8. Mais puisque j'aurai besoin par la suite de 3 pour pouvoir la manipuler au niveau des instructions, donc il fallait sauvegarder la valeur 3 avant de passer à la deuxième exécution. Donc je sauvegarde 3. Donc ça, c'est la première sauvegarde. Ensuite, la valeur de i devient 8. Je travaille avec. Mais avant de commencer l'exécution du niveau 2 avec la valeur 5, il fallait sauvegarder la valeur 8 pour pouvoir la restituer par la suite. Donc finalement, je commence par sauvegarder 3, ensuite 8, ensuite 5, ensuite 1, ensuite j'appelle le niveau 4 avec la valeur 2. J'exécute ce niveau avec la valeur 2, mais au retour, lorsque je reviendrai au niveau 3, je dois restituer la valeur 1. Donc, c'est la dernière qui a été enregistrée et c'est le fameux LIFO. Donc, on sauvegarde ces données dans une pile. Vous avez compris? Donc, pour la récursivité non terminale,
j'aurai besoin d'une pile pour sauvegarder les informations pour pouvoir les restituer au retour. D'accord? Exemple, c'est la procédure d'affichage de tout à l'heure. Alors, si i inférieur ou égal à n, alors afficher n i plus 1, ensuite écrire i. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? Après l'appel, ça c'est l'appel récursif, et ça une instruction qui vient après l'appel. Donc, ce n'est pas une récursivité terminale. D'accord? Ici, on utilise des piles. Alors, le principe de cette action, on commence tout d'abord par appeler l'action. Au retour, je vais afficher. D'accord? Allez, à votre avis, si j'appelle avec 4 et 1, qu'est-ce qui va se passer? L'action avec 4, qu'est-ce qu'elle va appeler? 4, 1, qu'est-ce qu'elle va appeler? Affiché. 4, 2. Très bien, 4, 2. Très bien, parfait. 4, 2. 4, 2, qu'est-ce qu'il va appeler? Qu'est-ce qu'elle va appeler? 4, 3. Très bien. 4, 4, 3, qu'est-ce qu'elle va appeler? 4, 4. 4, 4. 4, Très bien. 4. Ou le 4, 4, qu'est-ce qu'elle va appeler? Elle revient. تابلي تافسه تكون Si. سي On صغير. revient vers le niveau 3. Si, 4, Écrire 4. I. 4, 4. Écrire I. 4, 4. On va انا ابل 4 exécuter. 5 4 5 كمل. Tout à fait, elle va appeler 4, 5. Si la valeur de i Je vais appeler égale 4, 5. voilà, 4, 4, elle va appeler 4, 5. Lorsque je vais appeler 4, 5, je remarque que i n'est pas inférieur ou égal à n. D'accord? À partir de 4, 5, il y aura les retours arrière. Je reviens à quel niveau? Quelle est la valeur de i? Quel est le premier attribut? 4 Très bien. Donc, je vais afficher 4. D'accord? Ensuite, je reviens à quel niveau? 3. 3. 3 3. Ensuite? 2 Ensuite 1. Et j'aurai un affichage inversé, 4, 3, 2, 1. D'accord? C'est-à-dire, lorsque je vais arriver 4, 5, le dernier niveau, c'est le 4, 5. 4, 4 qui appelle le 4, 5. 4, 5, il trouve que i n'est pas inférieur ou égal à 1. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va y avoir un retour vers 4, 4. Au niveau de 4, 4, l'instruction qui suit l'appel, c'était un affichage. Donc, il va afficher 4. Ensuite, qui a appelé le 4, 4? Qui l'a appelé? Qui a appelé le 4, 4? Le 4, 3. Très bien, c'est le 4, 4, 3. Tout à fait. Donc, je reviens à l'action 4, 3 pour afficher son i. Son i, c'est quoi? C'est le 3 et ainsi de suite. Donc, un retour arrière. Vous avez compris? Vous avez compris cette notion de sauvegarde. Donc, pour la récursivité non terminale, il y a des retours arrière. Mais lorsque je reviens à un niveau i, je dois restituer les valeurs des variables du niveau i. Non pas du niveau i plus 1, ni du niveau i moins 1. D'accord? Donc, il fallait sauvegarder ces valeurs dans une pile. Maintenant, suivez bien ce que je vais dire, s'il vous plaît. Cette notion de pile, d'accord, ce n'est pas à vous de la gérer. C'est le système qui la gère. C'est automatique. C'est transparent pour l'utilisateur. Vous n'avez pas à vous soucier de la pile. Vous programmez juste en récursivité et c'est le système qui implémente et qui gère la file. Ce n'est pas à nous de la gérer. Je suis juste en train d'expliquer comment les choses se passent. D'accord? Ce n'est pas à vous de gérer cette pile, ni empiler, ni désempiler. Ça se fait automatiquement par le système. Vous allez me dire, donc c'est quoi l'intérêt de tout ça? Alors, l'intérêt de cette section, c'est pour vous expliquer exactement comment la récursivité marche pour que, une fois que je vous demanderai de transformer des programmes récursifs vers des programmes itératifs, chose qu'on va faire dans la dernière section de ce chapitre, il faut qu'on comprenne bien le fonctionnement de la récursivité pour pouvoir traduire des programmes récursifs vers des algorithmes itératifs. Est-ce que vous avez compris? كاين واحد في السطر اللي ما فهمتش. Pardon, monsieur? كاين واحد في السطر اللي ما فهمتش.
Alors, euh, la pile dont je parle, cette pile-là, et le fonctionnement des piles, empilées, désempilées, etc. Lorsque vous êtes dans les solutions récursives, lorsque vous écrivez les algorithmes récursifs, par la suite les programmes récursifs, ce n'est pas à vous de gérer cette pile. Ça, c'est la pile système. Elle est gérée par le système. C'est transparent pour vous. Donc, elle est gérée d'une manière automatique. Nous sommes juste en train d'expliquer comment les choses se passent pour qu'on puisse par la suite transformer le fonctionnement récursif vers un fonctionnement itératif. C'est-à-dire, ici, c'est une explication comment les choses se passent au niveau du système. Ce n'est pas à vous de gérer la pile. Est-ce que c'est clair? Ici, lorsque je parle de pile, ce n'est pas à vous de la gérer. Je suis en train juste d'expliquer comment les choses se passent au niveau système. Voilà. Mais on a besoin de cette compréhension pour le reste du chapitre. J'espère que les choses sont claires. Monsieur, Oui. comment est-ce que le système saura est-ce qu'il faudra gérer une pile ou non? Si les appels récursifs, si tu te rappelles, lorsqu'on a abordé le chapitre des piles, parmi les applications des piles, je ne sais pas ce que tu étais avec nous, monsieur. Lorsque F appelle G ou G appelle H ou H appelle I, le Oui. retour se fait dans le sens inverse. Tu te Oui. rappelles? Oui, oui. Voilà, c'est les appels récursifs, ils sont gérés par une pile qu'on appelle pile système. Pareil pour la récursivité. On a vu que F appelle G ou G appelle H, etc. Maintenant, la seule différence, c'est que F appelle F ou F appelle F. C'est la fonction qui s'appelle plusieurs fois. Mais c'est le même phénomène que s'il s'agissait d'une fonction F qui appelle G ou G qui appelle H et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est pour la récursivité non terminale. Donc il y a deux types de récursivité, terminale et non terminale. Maintenant, le fonctionnement de la récursivité. Allez, on va essayer de synthétiser tout ce qu'on a vu sur la récursivité. Alors, un programme ne peut s'exécuter que s'il est chargé en mémoire centrale. Chaque instruction du programme se trouve à une adresse donnée de la mémoire. Donc, pour pouvoir exécuter un programme ou une action, il faut la charger en mémoire. Si on la charge en mémoire, ça veut dire que les instructions, chaque instruction possède une adresse. De la même manière que pour les variables, chaque variable possède une adresse. Pareil pour les instructions, chaque instruction possède une adresse. Lorsqu'un programme fait appel à une fonction, le système sauvegarde l'adresse de retour. C'est le système qui sauvegarde, pas vous. D'accord? C'est le système qui sauvegarde l'adresse de retour. L'adresse de retour, c'est quoi? C'est l'adresse de l'instruction qui suit l'appel, ainsi que les valeurs des variables locales. Alors, j'explique. Alors, vous avez une action ou bien un programme, par exemple une action F, elle manipule des variables locales du genre N. Ensuite, à un moment donné, N appelle G. Plutôt F qui appelle G, un appel de fonction, un appel d'action, plutôt, un appel d'action, F qui appelle G. Après le G, il y a des instructions, d'accord? Alors, si on veut simuler l'exécution, d'accord? F commence à s'exécuter, F, avec une variable N, d'accord? Avec une variable N. À un moment donné, F appelle G, donc G commence à s'exécuter, d'accord? Mais avant le début du G, le système, qu'est-ce qu'il fait? Il sauvegarde les valeurs des variables et l'adresse du retour. D'accord? Il sauvegarde l'adresse du retour, c'est-à-dire l'instruction qui suit l'appel pour pouvoir revenir un jour, et les valeurs des variables. Ensuite, G commence à s'exécuter. D'accord? Elle commence à s'exécuter un ensemble d'instructions jusqu'à ce qu'il y ait un appel d'une autre action, par exemple G qui appelle H. Alors, à partir de cet instant, il va y avoir un branchement jusqu'à H. Mais avant de se brancher, le système sauvegarde toutes les valeurs des variables de G ainsi que l'adresse du retour. D'accord? Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au niveau J. En exécutant l'action J, avant de commencer l'action K qui est appelée par l'action J, le système sauvegarde les valeurs des variables et l'adresse de retour.
il commencera l'exécution de K, l'action K. L'action K, il n'y a aucun appel. Lorsqu'on termine l'exécution de K, on revient à J. Mais à quel niveau? Au niveau de l'instruction qui a été sauvegardée. D'accord? Donc, on a sauvegardé l'adresse de l'instruction et les valeurs des variables. Et ces deux informations, adresse et valeur, on les appelle le contexte de l'action. Donc, avant de commencer l'exécution d'un niveau supérieur, il faut sauvegarder le contexte du niveau inférieur. Et le contexte, c'est quoi? C'est les valeurs des variables plus l'adresse du retour. Donc, quand une fonction f appelle une fonction g, on sauvegarde l'adresse de retour de f, parce que là, je vais revenir à f. Les paramètres, je vais sauvegarder l'adresse, les paramètres et les variables locales. Tout ce qui se trouve ici, je vais le sauvegarder. Et on appelle ça le contexte. Ce contexte doit être récupéré après le retour de G. Donc, G commence à s'exécuter. Éventuellement, il m'envoie vers H. H m'envoie vers autre chose. Mais à un moment donné, il va y avoir des retours jusqu'à arriver à l'instruction qui suit l'appel. On récupère ce qu'on appelle le contexte, c'est-à-dire les valeurs des variables et l'adresse du retour. S'il y a plusieurs appels imbriqués, le système gère une pile. D'accord? Si F appelle G, ou G appelle H, ou H appelle J, ou J appelle K, donc sûrement il va y avoir plusieurs sauvegardes dans l'ordre. Et la restitution se fait dans l'ordre inverse. Donc, pour pouvoir implémenter ce comportement, on utilise une pile. D'accord? Parce que si vous voyez, on était dans F, ensuite on est parti dans G. G nous a envoyé vers H, H nous a envoyé vers J, J vers K, mais le retour dans le sens inverse du premier parcours. Donc, le K va nous envoyer vers J, le dernier, le J vers H, et ainsi de suite. Donc, c'est le comportement d'une pile. Les paramètres de l'appel récursif, par exemple, changent. Alors, ici, juste pour expliquer, j'ai fait F, G, H, J, K, mais rien n'empêche que F appelle F et non pas J, c'est F. Et dans ce cas, ça devient un appel récursif. F qui appelle F. Et F qui appelle F. Ce n'est pas H, mais plutôt F. C'est la même chose. D'accord? Lorsque F appelle F, F appelle F, et ainsi de suite, on parle d'appel récursif. Appel récursif. Et ce qu'il y a lieu de remarquer, les valeurs des variables peuvent changer d'un appel à un autre, n'est-ce pas? Peuvent changer d'un appel à un autre. Ici, la variable n, elle avait la valeur 3, mais lorsque j'ai appelé la fonction f, un deuxième appel, possible que je vais l'appeler avec la valeur 8 pour la variable n. Donc, je peux avoir des valeurs différentes pour les variables. Chaque niveau peut contenir des valeurs différentes. Voilà. Et bien sûr, au retour, on va désempiler. Donc, dans ce sens, on va empiler. À chaque fois que je pars vers un niveau supérieur, j'empile. Lorsque je termine le dernier niveau au retour, je désempile. Vous voyez, vous êtes d'accord? Voilà. Donc, je désempile pour restituer toujours le contexte. Rappelez-vous de ce mot, le contexte. Vous allez le revoir en système d'exploitation. Le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est les valeurs des variables locales, les valeurs des paramètres et l'adresse de retour. Voilà. Alors, donc, c'est bon pour cette diapo? C'est clair? Oui, c'est clair, monsieur. Ok, très bien. Je continue toujours l'explication. Alors, lors de l'IM appel récursif, c'est-à-dire F qui appelle F, sont empilés. Qu'est-ce que j'empile? Alors, P qui appelle P. Ça, c'est une action récursive. P qui appelle P. Mais nous avons dit qu'avant de lancer la deuxième exécution, il faut sauvegarder toutes les valeurs des variables, que ce soit les variables locales ou bien les paramètres de l'action, parce que possible que l'action P possède des paramètres. Donc, il faut sauvegarder trois choses: les valeurs des variables, les valeurs des paramètres et l'adresse de retour.
Il faut que je sauvegarde l'adresse de retour pour pouvoir revenir un jour. Donc, Monsieur, lors de... Oui, Pour Oui. les adresses de retour, on les sauvegarde aussi dans une pile. oui, justement, dans la pile. Voilà. Dans la pile. À chaque empilement, tu sauvegardes 3 choses. D'accord? Les valeurs des variables, les valeurs des paramètres et l'adresse de retour. Tout ça, on l'appelle le contexte de la fonction P. D'accord? Donc, tu sauvegardes les 3 choses, effectivement, mademoiselle. Voilà. Donc, on sauvegarde les valeurs des paramètres, les valeurs des variables et l'adresse de retour. Donc, on sauvegarde 3 choses au niveau de la pile. Et c'est clair, si on parle en langage algorithmique, donc ça va être un enregistrement qui va être empilé dans la pile. Et ça, c'est du réel, mes amis. C'est comme ça que les compilateurs marchent. Hein. Ça, c'est du réel. C'est un empilement d'un enregistrement composé de plusieurs champs. Chaque champ a sa propre signification. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'appel. Donc, je sauvegarde premier. Ensuite, je sauvegarde le deuxième niveau. Ça, c'est l'action P, mais pour le premier niveau. Ensuite, je sauvegarde le contexte de P pour le deuxième niveau. Ensuite, je sauvegarde le contexte de P pour le troisième niveau. D'accord? Jusqu'à arriver au 4e niveau. Lorsque je vais terminer le 4e niveau, je commence la restitution et je prends celui qui se trouve en summit pile. Voilà. Donc, à la fin des appels récursifs, c'est-à-dire niveau 4, retour du niveau I-1 au niveau I, on retourne du niveau 4 vers le niveau 3. Alors, comment se fait ce retour? Retour au programme principal, c'est la pile est vide. Donc, à un moment donné, je commence à désempiler. Maintenant, s'il n'y a plus d'éléments dans la pile, si la pile est vide, ça veut dire quoi? Que je suis au niveau 0. Donc, j'ai tout dépilé. Ou bien désempiler l'adresse de retour. Si la pile n'est pas vide, ça veut dire qu'il y a eu des appels. Je désempile celui qui se trouve en summit pile. Si je suis dans le niveau 4, c'est clair, le summit pile, il y a niveau 3. Je désempile niveau 3. Je termine l'exécution de niveau 3. En bas, qu'est-ce qu'il y a sur summit pile? De niveau 2. Je désempile niveau 2 pour continuer l'exécution. Une fois avoir terminé, je vérifie la pile, je trouve il y a le niveau 1. Je désempile le niveau 1, j'exécute, ensuite la pile devient vide. Ça veut dire que je suis au niveau du programme principal. D'accord? Voilà. Et bien sûr, le désempilement consiste à désempiler le contexte du niveau I. Je dépile tout le contexte. Nous avons dit qu'il s'agit d'un enregistrement composé de plusieurs champs, c'est-à-dire les valeurs des variables et les paramètres du niveau I. D'accord? Alors, je répète, cette pile, elle est gérée par le système. C'est une gestion automatique. Nous sommes juste en train d'expliquer comment les choses se passent réellement. Mais on a besoin de cette compréhension pour la suite. D'accord? Voilà. Donc, c'est ça le fonctionnement de la récursivité. C'est bon? Bien sûr, lorsque je vais désempiler, si je récupère l'adresse de l'instruction suivante, j'exécute l'instruction suivante, le dernier appel. Lorsque je reviens ici, j'exécute inst jusqu'à ce que l'action se termine. Si l'action se termine, je reviens ici pour exécuter inst et ainsi de suite jusqu'à terminer tous les niveaux d'exécution. Voilà. C'est bon pour le fonctionnement de la récursivité? Vous avez compris cette histoire de pile? Monsieur, j'ai pas compris. Retour au programme principal si la pile est vide. Le premier appel, tu peux considérer ça comme étant le programme principal. Le premier appel, tu as appelé l'action P. D'accord? Tu as appelé l'action P. Tu as sauvegardé le contexte. D'accord? Le contexte. Ensuite, il y a eu 3 sauvegardes par la suite. S'il n'y a plus d'éléments dans P, ça veut dire quoi? Qu'il n'y a plus d'appel. Donc, je reviens carrément le premier programme appelant. Il n'y a plus de restitution. D'accord? C'est-à-dire, Ok. voilà, lorsque tu reviens ici, inst, et lorsque tu termines, tu continues l'exécution jusqu'à arriver à la fin. Tu vérifies la pile.
Si la pile est vide, ça veut dire que c'est bon, tu as terminé l'exécution, tu es au niveau du programme principal. Tu as compris, jeune homme? Oui, monsieur. Merci. Ok, parfait. Donc ça concerne le fonctionnement de la récursivité. Allez maintenant un exemple très très connu dans la littérature, ce qu'on appelle les nombres de Fibonacci. Sûrement vous avez entendu parler de Fibonacci. Alors Fibonacci, c'est un mathématicien italien, mais qui a vécu à Bougie, à Bijaya. D'accord? Donc il a proposé une suite ou bien un nombre, on appelle ça les nombres de Fibonacci ou la suite de Fibonacci. Alors j'explique la suite de Fibonacci. Alors la suite F0 égale 0. Ou bien la fonction de Fibonacci, donc F0 égale 0, F1 égale 1, ou Fn égale Fn moins 1 plus Fn moins 2. Donc, une définition récursive. C'est-à-dire, lorsque n égale 0, f de n égale 0, f de 0 égale 0. Lorsque n égale 1, donc f de 1 égale 1. Mais à part ces deux cas, dans le cas général, f de n, Fibonacci, l'image de n dans la suite de Fibonacci égale fn moins 1 plus fn moins 2. D'accord? Alors ça, c'est quoi? On appelle ça, c'est quoi? Bon, f0 égale 0, f1 égale 1. Ça, c'est quoi? Ça représente quoi en quelque sorte? La condition. Les... Condition initiale. Très bien. Condition initiale ou bien Le cas d'arrêt, monsieur. cas d'arrêt ou bien Cas de base. cas de base, je préfère ça. Les cas de base. Alors, F0 égale 0, F1 égale 1, ça, on les appelle les cas de base. Le cas général, remarquez, pour définir f de n, on a défini f de n en fonction de f de n moins 1 et fn moins 2. Ça, c'est une définition Récursive. récursive. Tout à fait, c'est une définition récursive. C'est-à-dire l'image de n, on a défini l'image de n, f de n, en fonction de fn-1 et fn-2. Donc, on a défini f en fonction de f. Donc, c'est une définition récursive. D'accord? Donc, on appelle ça la suite de Fibonacci. Alors, l'idée, ou bien ce que je demande là, c'est la fonction Fibonacci, c'est-à-dire donnez-moi la suite de Fibonacci. C'est-à-dire, si je vous donne un nombre, donnez-moi l'image du nombre dans la suite de Fibonacci, c'est-à-dire Fib de n égale quoi? Alors, ça va être une fonction, c'est clair, ça va être une fonction. En entrée, elle a un paramètre n de type entier, c'est-à-dire je te donne un entier, et tu vas me retourner sa valeur dans la suite de Fibonacci, c'est-à-dire f de n égale quoi? Vous avez compris ce qui est demandé? Donc, par exemple, je te donne f de 4, tu me diras c'est combien, f de 9 c'est combien, f de 18 c'est combien, etc. f de 18 c'est combien, f de 18? C'est combien? F18. F17. F17 plus F16. Très bien. C'est F17 plus F16. Et F17, c'est quoi? F16 plus F15. Tout à fait. F16 plus F15. Ou F15, c'est quoi? C'est F14 plus F... Et ainsi de suite, jusqu'à arriver au cas de base. Voilà, c'est ça l'idée. Jusqu'à arriver au cas de base. D'accord? Allez, donnez-moi la solution récursive, s'il vous plaît. Et généralement, dans les solutions récursives, on commence par quoi? Les cas de base. Tout à fait, les cas de base. Combien y a-t-il de cas de base ici? 2. 2, tout à fait. Donc, début. Allez-y. Donc, Si n égale 0 ou 1, oui, Si 1 0 retourne 0, c'est 1 retourne 1. tout à fait. Si n égale 0, alors retournez 0 et la fonction se termine. C'est bon, on a terminé. D'accord? Sinon, si n égale 1, alors retournez 1 et la fonction se termine. C'est monsieur, bon. Oui, pourquoi on ne fait pas si n égale 0 ou n égale 1, retourner n? vous pouvez le faire. C'est exactement la même chose. On pouvait le faire. D'accord. Voilà, j'ai juste séparé les deux. Mais on pouvait faire, si n égale 0 ou n égale 1, alors retournez n. Ça peut marcher, aucun problème. Alors, j'ai juste séparé les deux cas. Donc,
c'est n égale 0 retourner 0, c'est n égale 1 retourner 1. Sinon, Appel récursif. Appel récursif. oui, sinon, retourner quoi? Sinon, retourner fib de n-1 plus fib de n Là, moins 2. Exact, exact. Sinon, retourner fib n-1 plus fib n-2. D'accord? Parce que fib de n, finalement, c'est fib n-1 plus fib n-2, d'après la définition récursive. Donc, finalement, fib de n, il a appelé deux fois, il a appelé la fonction fib deux fois avec deux paramètres différents. Donc, chaque n appelle n-1 plus n-2. Donc, je vais appeler fib n-1 et je vais appeler fib n-2. Ensuite, je vais sommer leurs résultats. Donc, fib n-1 va retourner une valeur, fib n-2 va retourner une valeur et je vais les sommer. Maintenant, fib n-1, c'est un appel récursif. Donc, fib n-1 égale quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire, fib n-1? Elle-même, fib n-1, c'est quoi? C'est n-2 plus n-3. C'est fait n-2 plus n-3. tout à fait. C'est n-2 plus n-3. Ou le n-2, c'est quoi? C'est n-3 plus n-4 et ainsi de suite, jusqu'à arriver au cas de base. C'est clair? Voilà. Donc maintenant, je vous demande de dérouler cette exécution sur n égale 4. Par exemple, je demande fib de 4. D'accord? Fib de 4. Allez. Fib de 4. Monsieur, Oui. في لا فونكسيون فيبوناتشي لو كان النيميرو نيجاتيف. Positif, on suppose qu'il est positif. Ah, d'accord, ok. Très bien, on suppose qu'il est positif. Allez, fib de 4, mes amis, rapidement. Fib de 4. 3 تولي 3 3 2. plus fib. Très bien. Donc, fib 4, ça va être fib 3 plus fib 2. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, fib 4, le premier appel, il a appelé la fonction fib deux fois. Donc, fib 3 plus fib 2. Ensuite, fib 3, qu'est-ce qu'elle va faire? Fib 2 plus fib A. Ou fib 2, qu'est-ce qu'elle va faire? Fib A plus fib صغيرة. Très bien. Donc, fib 3, elle va appeler fib 2 plus fib 1. Ou fib 2, elle va appeler fib 1 plus fib 0. D'accord? Fib 2, est-ce que c'est un cas de base? Non, راح تكمل. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire, fib 2? Fib 1 plus fib 0. Non. Fib 1. Fib 2 plutôt, fib 2. Fib Fib 1 plus fib 0. Tout à fait. Fib 2, c'est fib 1 plus fib 0. Fib 1, c'est un cas de base. Fib 0, c'est un cas de base. Elle fait l'appel à les cas de base. Les cas exact. Les cas de base et l'appel récursif se termine à ce niveau-là. D'accord? Donc, ça, c'est des feuilles en quelque sorte. Les feuilles dans l'arbre. Donc, ici, c'est les cas de base. Maintenant, fib de 1 égale 1 d'après le cas de base. Fib de 0 égale 0. Donc, ici, j'aurai un 1. Vous êtes d'accord? Donc, finalement, fib 2 égale 1. Ensuite, fib de 1 égale 1, c'est un cas de base. Donc, 1 plus 1, j'aurai 2. Donc, fib 3 égale 2. Et je m'arrête ici. Ensuite, pour ce côté-là, fib 2 égale fib de 1 qui est égal à 1 plus fib de 0 égale 0. Donc, 1 plus 0 égale 1. 1. Très bien. Donc, maintenant, je peux avoir le fib 4. Le fib 4 égale à quoi? C'est 2 plus 1 égale 3. D'accord? Donc, fib 4 égale 3. Fib 4 égale 3. Maintenant, la question. Pour avoir ce résultat-là, pour avoir le 3, combien il y a eu d'appels récursifs? Combien il y a eu d'appels? D'accord? Donc, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et le premier appel. Donc, il y a eu 9 appels pour pouvoir calculer le fib de 4. 9 appels récursifs, c'est-à-dire 9 appels de fonction. Alors, imaginez-vous, c'est vrai, c'est intéressant comme solution, elle est très compacte, très élégante, très lisible. Mais pour calculer le fib 4, il a fallu 9 appels de fonction.
Et chaque appel, tel qu'on vient juste de le voir, se traduit par des sauvegardes du contexte, appel de la fonction appelée, on va par la suite restauration de contexte, et tout ça va prendre du temps. D'accord? Lorsqu'on appelle des fonctions, plusieurs appels de fonctions, chaque appel nécessite la sauvegarde du contexte, un changement du contexte. D'accord? Et par la suite, un retour arrière, c'est-à-dire empilement, désempilement, etc. Alors, ces appels coûtent énormément en termes de temps, parce qu'on va quand même consommer de temps à appeler les fonctions, et ça va prendre de l'espace mémoire en empilant dans la pile, en sauvegardant dans la pile. Et ça, ce sont deux phénomènes qui peuvent être considérés comme les inconvénients de la récursivité. Le fait qu'il y ait plusieurs appels récursifs, chaque appel se traduit par des sauvegardes et des sauvegardes des restaurations de contexte, donc on va perdre du temps et de l'espace. Donc, devant ce phénomène, il y a eu ce qu'on appelle l'élimination de la récursivité. Élimination de la récursivité, et c'est la dernière section du chapitre. Donc, dans cette section, on va apprendre comment éliminer la récursivité. D'accord? Alors, je vais expliquer, c'est très intéressant comme section. C'est-à-dire, c'est vrai, nous avons vu que la récursivité, elle est très intéressante, je vais le redire maintenant, mais elle présente quelques inconvénients, on va les présenter, et on va juger, est-ce que c'est intéressant, oui ou non, d'utiliser la récursivité? Oui, monsieur? Y a-t-il une question? Ok. Alors, suivez s'il vous plaît. C'est une section intéressante. Alors, la récursivité simplifie la structure d'un programme. La récursivité, c'est une technique très intéressante pour la simplification de la structure d'un programme. Elle augmente énormément le degré de lisibilité du programme. D'accord? Tel que je l'ai dit, si on n'utilise pas la récursivité, on risque de manipuler des solutions avec des nombres d'instructions très importants. Mais avec les techniques de la récursivité, on peut résoudre les problèmes rien qu'avec 3 ou 4 instructions. Donc, ça simplifie énormément les solutions. C'est une technique très élégante pour la solution des problèmes. Mais malheureusement, la plupart du temps, le gain en simplicité vaut une baisse relative des performances d'exécution. C'est vrai, on gagne en simplicité, en lisibilité, mais on perd des performances d'exécution. Comment on perd les performances? Justement, l'histoire de sauvegarde de contexte, de restauration, par exemple, parce que chaque appel récursif se traduit par une réservation d'un espace pour la fonction, sauvegarde du contexte, restauration du contexte, et ça prend du temps, ça consomme du temps et de l'espace mémoire. Donc, ça baisse les performances des algorithmes. D'accord? Donc, la récursivité est souvent coûteuse en temps et en espace. Vous voyez pourquoi elle est coûteuse en temps et en espace? Parce que chaque appel récursif se traduit par une réservation d'un espace pour la nouvelle exécution, sauvegarde du contexte, restauration du contexte, et ça prend du temps et ça prend de l'espace. D'accord? Car elle nécessite l'emploi de techniques spéciales de compilation, à savoir le concept de pile. Elle utilise la fameuse pile. La pile, c'est quoi? C'est un espace mémoire. Donc, vous allez consommer de l'espace et vous allez perdre le temps en sauvegardant et en restaurant les contextes. D'accord? Donc, c'est vrai, on gagne en lisibilité, en simplification, mais on perd au niveau des performances. Alors, ces techniques sont généralement plus coûteuses en temps d'exécution. Ces techniques, quoi? C'est-à-dire la technique de la récursivité. Elle est plus coûteuse en temps d'exécution que celle fondée sur l'itération, c'est-à-dire les boucles. Parce que n'oubliez pas que le traitement récursif, c'est quoi? Il simule le traitement répétitif. Nous avons dit au début du chapitre que la récursivité implémente ou bien simule, d'accord, le traitement répétitif, les choses qu'on avait l'habitude de faire avec les boucles, maintenant on les fait avec la récursivité. Mais maintenant on se demande, est-ce qu'il est plus judicieux d'utiliser la récursivité
ou bien carrément utiliser les simples boucles que nous avons vues jusqu'à maintenant. Parce que la récursivité, elle est coûteuse en temps et en espace. Donc, aussi, l'autre souci avec la récursivité est le suivant. Certains langages de programmation n'admettent pas la récursivité. Par exemple, il y avait un langage très célèbre dans son époque qui s'appelait le Fortran. Ce langage n'admet pas la récursivité. Et du coup, on ne pouvait pas écrire des algorithmes récursifs qui vont être traduits vers des programmes récursifs parce que le langage lui-même n'accepte pas la récursivité. D'accord? Alors, devant ces limitations, à savoir l'utilisation coûteuse du temps et de l'espace et le fait qu'il y a des langages qui n'admettent pas la récursivité, il arrive que l'on souhaite éliminer la récursivité. Des fois, si j'ai en ma possession une solution récursive, j'aimerais bien la traduire vers une solution itérative. D'accord? Et c'est l'objectif de cette section. On va apprendre comment traduire des solutions récursives vers des solutions itératives en utilisant les boucles. D'accord? Pourquoi cette transformation? Justement pour les raisons que je viens juste de citer. D'accord? Finalement, à votre avis, qui est plus intéressant? Donc finalement, est-ce qu'on utilise les boucles ou bien on utilise les solutions récursives? الأحسن. Ça dépend. Vous avez compris les limites de la récursivité, vous avez compris les avantages et les inconvénients. Donc la récursivité, elle a ses avantages et elle a ses inconvénients. D'accord? Les avantages, elle permet de simplifier énormément les écritures des programmes, entre parenthèses les algorithmes. Elle simplifie l'écriture des programmes et du coup la lisibilité. Mais le souci, l'inconvénient, c'est qu'elle est coûteuse en temps et en espace. Ça, c'est l'inconvénient. Et l'autre inconvénient, il y a des langages qui n'admettent pas la récursivité. D'accord? Alors, avant de comparer les solutions récursives aux solutions itératives, juste une remarque. À cet effet, il est intéressant de noter qu'on peut montrer que si le langage de programmation utilisé le permet, il est toujours possible de transformer une action itérative en une action récursive. Alors, sachez que toutes les solutions itératives que nous avons faites et qu'on pourra faire par la suite, on peut les traduire vers les solutions récursives. Tout ce qui se faisait avec les boucles ordinaires, ça peut se faire avec les actions récursives. Mais la réciproque n'est pas vraie. Ça veut dire quoi, la réciproque n'est pas vraie? Ça veut dire qu'il y a des solutions récursives pour lesquelles il n'y a pas de solution itérative. Donc, il n'y a que des solutions récursives, ce qu'on appelle les problèmes purement récursifs. C'est-à-dire, on ne peut pas leur trouver des solutions avec les boucles ordinaires. Il n'y a pas de solution itérative. Il n'y a que les solutions récursives. D'accord? Maintenant, en ayant tous ces éléments en possession, maintenant, on peut déduire. Alors, on peut déduire. Maintenant, quand est-ce qu'on utilise la récursivité? Quand est-ce qu'on utilise les solutions récursives? Et quand est-ce qu'on utilise les solutions itératives? Alors, suivez ce paragraphe-là. Les problèmes qu'il faut résoudre en utilisant la récursivité sont les problèmes typiquement récursifs et non itératifs, c'est-à-dire les solutions pour lesquelles il n'existe pas de solution itérative, il n'y a que des solutions récursives. Soit des problèmes qui ne peuvent pas être résolus de façon itérative, soit des problèmes pour lesquels une formulation récursive est particulièrement simple et naturelle. Alors, j'explique. Quand est-ce qu'on utilise les solutions récursives? Alors, pour les problèmes qui sont typiquement récursifs, c'est quoi typiquement récursif? Soit qu'ils n'admettent pas carrément de solution itérative, d'accord? C'est-à-dire, il n'y a pas de solution récursive, plutôt, il n'y a pas de solution itérative, il n'y a qu'une solution récursive. Vous avez compris? Ou bien les problèmes pour lesquels une formulation récursive est particulièrement simple et naturelle. Ou bien pour les problèmes pour lesquels la solution récursive très simple,
très très simple et la solution itérative est très compliquée. Je répète, quand est-ce qu'on utilise les solutions récursives? Soit pour les problèmes qui n'ont pas de solution itérative, et dans ce cas, on n'a pas le choix, donc vous devez trouver des solutions récursives, soit pour des problèmes qui sont naturellement récursives, c'est-à-dire la solution récursive, elle est très très simple en la comparant avec la solution itérative. Par exemple, un exemple très très connu, c'est les arbres. Par exemple, pour les arbres, il y a des solutions récursives, il y a des solutions itératives, mais la solution récursive se fait en 3 instructions, telles que vous allez le voir à partir du prochain chapitre. Exactement 3 instructions. Et la solution itérative se fait en 30, voire 40 instructions. D'accord? Donc, devant ces problèmes qui sont de nature récursive, on préfère les solutions récursives. Sinon, si on n'est pas dans l'un des 2 cas, il vaut mieux utiliser les boucles. C'est mieux, c'est plus optimal au niveau mémoire et au niveau de temps d'exécution. Une définition itérative. Lorsqu'une solution itérative existe, autant utiliser les boucles, à moins de bénéficier d'un gain considérable en simplicité, à moins que la solution devienne très très simple en utilisant les techniques de la récursivité. Est-ce que c'est clair ce rapprochement entre les solutions itératives et les solutions récursives? En d'autres termes, on préfère les solutions itératives, honnêtement, on préfère les boucles, sauf dans 2 cas. Lorsqu'il n'y a pas de solution itérative, c'est-à-dire le problème est purement récursif, ou bien la solution itérative, elle est très compliquée par rapport à la solution récursive. Dans ce cas, on préfère les solutions récursives. Sinon, autant utiliser les boucles. Il vaut mieux utiliser les boucles parce que c'est plus rapide et c'est plus optimal en termes de gestion de la mémoire. Oui, monsieur? Voilà, monsieur. Le problème, je ne vois pas les messages, tels que je l'ai dit. Je ne vois que ma présentation PowerPoint. Donc, si vous avez une intervention, prenez la parole et posez vos questions. Est-ce que c'est clair, cette confrontation entre la récursivité et les solutions itératives? Est-ce que c'est clair? Oui. OK, Oui. très bien. Voilà. OK. Allez, maintenant, donc, on va apprendre comment éliminer la récursivité, justement. Si je vous donne une solution récursive, comment la traduire vers une solution itérative? D'accord? Justement, pour pallier aux inconvénients de la récursivité. Supposons que vous avez une solution récursive, de préférence la transformer vers une solution itérative pour gagner en performance. Allez, un rappel. Donc, un algorithme est des récursives terminales ou bien récursive à droite s'il ne contient aucun traitement après un appel récursif. C'est la récursivité terminale que nous avons vue dans le début de ce cours-là. Vous vous rappelez, la récursivité terminale, c'est-à-dire l'appel récursif, c'est la dernière instruction du programme, ou bien c'est la dernière instruction de l'action paramétrée. Alors, dans ce cas, le contexte de la fonction, le fameux contexte, c'est-à-dire les valeurs des variables adresse de retour, n'est pas empilé. On n'a pas besoin de l'empiler. Pourquoi? Parce qu'au retour, lorsque je fais les retours arrière, aucune instruction n'est après l'appel. Donc, je n'aurai pas besoin de sauvegarder les valeurs des variables. Donc, aucune sauvegarde, telle que je l'expliquais tout à l'heure. L'appel récursif sera remplacé par une boucle tant que. D'accord? Parce que finalement, un travail récursif, c'est quoi? C'est plusieurs exécutions. Ces plusieurs exécutions, on va les représenter par une boucle tant que. Voilà, par une boucle tant que. Alors, suivez bien cette section, elle n'est pas difficile, pas du tout, mais elle est très passionnante. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour rappeler justement l'objectif de la section? Je vous donne une solution récursive, et je demande l'équivalent en itératif. Donc, je vous demande de construire à partir de cette solution récursive une solution itérative, c'est-à-dire qui fait exactement la même chose, mais qui n'est pas récursive. D'accord? Allez, on commence. Donc, vous avez une fonction fx, suivez bien s'il vous plaît, fx.
début, si condition sur X, toujours il faut qu'il y ait une condition qui conditionne justement les appels récursifs, qui nous permet d'arrêter la récursivité un jour. Donc, il y a une condition appliquée sur X, remarquez, sur le paramètre X. Si la condition est vraie, j'exécute A, un paquet d'instructions. Ensuite, j'exécute un appel récursif. Regardez, F, qui appelle F, mais avec un paramètre différent, avec le paramètre qui est G de X. C'est quoi G de X? On applique une certaine fonction G sur le paramètre X. Donc, vous prenez le paramètre X, vous lui appliquez une certaine fonction. D'accord? Ce X-là, qu'est-ce qu'il représente, s'il vous plaît? On en a parlé. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle, le X? Paramètre. Le cas d'arrêt. Non, ce n'est pas le cas d'arrêt, de c'est base. un paramètre. On l'a vu. Comment on l'appelle? Le cas de paramètre- base. Non, ce n'est pas le cas de base, c'est un paramètre. Le paramètre qui change d'un appel à un autre, qui permet d'arrêter la récursivité un jour, comment on l'appelle? Ok. de contrôle. Exact, les variables de contrôle. Les variables de contrôle ou bien les variables de commande. On l'a vu, mes amis, on l'a vu ça. On appelle ça la variable de commande ou bien la variable de contrôle. C'est elle qui permet d'arrêter la récursivité un jour. Donc, le premier appel se fait avec le paramètre X. Le deuxième se fait avec le paramètre G de X. C'est quoi G de X? Il faut qu'on comprenne bien. G de X, c'est quoi? C'est le paramètre X sur lequel j'applique la fonction G. Donc, vous appliquez la fonction G sur le paramètre X. Et ça, c'est un appel récursif. D'accord? Est-ce que c'est une récursivité terminale ou bien non terminale? Terminal. Pourquoi? Terminal. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre instruction après l'appel de la fonction. Exact. Il n'y a pas d'instruction après l'appel. L'appel, regardez ça, le niveau de l'appel, c'est la dernière instruction. Donc, c'est une récursivité terminale. Allez, donc, pour trouver la solution itérative, je vous propose de simuler, de dérouler le fonctionnement de cette fonction. D'accord? Comment ça va se faire dans la réalité? Allez, on va la dérouler. Alors, allez, on commence. Donc, fx, début, A, fg de x. Mais la partie A, c'est un ensemble d'instructions qui ne comporte pas un appel, et f, c'est un appel récursif. Il est sous la portée d'une condition, sous la portée d'une condition. Allez, je commence la première exécution par tester la validité de la condition, c'est-à-dire est-ce qu'elle est vraie ou fausse. On suppose qu'elle est vraie. Pour le premier appel, elle est vraie. Donc, si elle est vraie, je fais quoi? J'exécute A, ensuite j'appelle la fonction f avec le paramètre fg de x. Vous êtes d'accord? Donc, fg de x va appeler la fonction fg de x. D'accord? Fg de x, il y a une certaine condition. Maintenant, le paramètre, c'est g de x, n'est-ce pas? On suppose, voilà. On suppose que la condition, elle est toujours vraie. À ce niveau-là, la condition, elle est vraie. Si la condition, elle est vraie, et n'oubliez pas que dans la deuxième itération, la condition, elle est appliquée non pas sur x, mais sur g de x. D'accord? Parce que regardez, condition x, lorsque x était le paramètre, la condition, elle est appliquée sur x. Maintenant, la condition, elle est appliquée sur fg de x. On suppose que la condition est vraie. Si elle est vraie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter le paquet d'instruction A. Ensuite, il y a un appel à f. Mais avec quel paramètre? Toujours f, l'appel de f, c'est une fonction de g appliquée sur le paramètre. Appliquée sur le paramètre. Donc, j'applique la fonction g sur le paramètre parce que dans la deuxième exécution, le paramètre était g de x. Suivez bien, s'il vous plaît. Donc, le paramètre, c'était g de x. Donc, le deuxième appel, j'appelle la fonction f avec le paramètre g de x, c'est-à-dire j'applique la fonction g sur le paramètre g de x. D'accord? Allez, il va y avoir un appel. Je vais commencer la troisième exécution de f. Mais avec quel paramètre? G de x, parce que je l'ai appelé avec g de x. Alors, on suppose que la condition, elle est toujours vraie.
Je commence par tester la condition. Bien sûr, la condition se teste sur le paramètre. Le paramètre, c'est GG de X. Ça, c'est le paramètre. On suppose que la condition est vraie. Si elle est vraie, je vais exécuter le paquet d'instructions A. Ensuite, il va y avoir un autre appel à F. Mais avec quel paramètre? Avec le paramètre GG de X, c'est-à-dire le paramètre de la fonction sur lequel j'applique la fonction G. Parce que toujours, G de X, G du paramètre. Donc, G du paramètre, le paramètre GG de X. D'accord? Ensuite, un autre niveau d'exécution. Maintenant, je vais exécuter F avec le paramètre. C'est le paramètre qui change. C'est GG de X. On suppose qu'elle est toujours vraie, Si elle est vraie, je vais exécuter le paquet d'instructions A. Ensuite, un autre appel à F. Mais avec quel paramètre? La fonction G appliquée sur GG de X. D'accord? C'est la fonction G appliquée sur le paramètre, parce que le paramètre, c'est tout ça. OK? Il va y avoir le dernier appel à G, avec le paramètre GG, etc. Dans ce cas, on suppose que la condition devient fausse un jour, pour qu'on puisse arrêter la récursivité. Si la condition est fausse, qu'est-ce que je vais exécuter au niveau du F? Qu'est-ce que je vais exécuter? Fa. Fancy fa. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais faire au niveau du F? On n'exécute rien. Rien. Exact. Sortir. Tout à fait, rien. Parce que les instructions à exécuter, c'est lorsque la condition est vraie. Lorsque la condition est fausse, je ne fais rien. OK. Donc, je ne fais rien. Si je ne fais rien, la fonction du dernier niveau va se terminer aussitôt. Et où est-ce que je vais revenir? Au programme principal. Mais normalement, où est-ce que je vais revenir? Le niveau d'avant. Le niveau précédent. Exact. chacun يفهم كاين والو تما. Tout à fait, exact. En principe, je dois revenir ici, n'est-ce pas? Je dois revenir ici, à l'instruction qui suit l'appel. Mais puisqu'il y a la récursivité terminale, donc il n'y a rien ici. Donc, je ne vais rien faire. D'accord? Et cette instruction se termine aussitôt. Ensuite, je reviens ici. Ensuite, je reviens ici. Ensuite, je reviens ici. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris? Oui. Donc, je reviens ici pour terminer. Il n'y a aucune instruction. Ensuite, je reviens ici pour terminer. Je reviens ici pour terminer. Et je reviens ici pour terminer. C'est ça l'exécution. Est-ce que Monsieur. vous avez compris? Oui? Pourquoi le contexte n'est pas empilé? Justement, parce que lorsque je reviens ici, il n'y a aucune instruction qui manipule les variables de f. Donc, ce n'est pas la peine de sauvegarder les variables. Ou les instructions A? Je n'aurais plus besoin des instructions A. Je les ai exécutées, c'est bon. Ah, tu l'as exécuté, c'est bon. Ah, tu l'as exécuté. Dans tous les cas, tu as exécuté A. C'est bon. A a été exécuté. Ensuite, je passe ici, A a été exécuté. Ensuite, je passe ici, A a été exécuté. Je reviens, je passe ici, le dernier niveau. Le dernier niveau, la condition est fausse. Donc, il n'y a pas de A. Lorsque je vais revenir ici, il n'y a pas des instructions qui suivent l'appel. Donc, ce n'est pas la peine de sauvegarder. D'accord? Je reviens ici pour ne rien faire. Ensuite, je reviens ici pour ne rien faire, ne rien faire, ne rien faire. Et du coup, j'aurai terminé les appels récursifs. D'accord? D'accord. Alors, maintenant, si vous avez compris le fonctionnement, dites-moi donc la question, essayez de simuler ce fonctionnement par une boucle, par des boucles. Allez, je vais vous aider. Je peux poser une solution. Oui, Proposé. Oui. une question. De la question, on répond à Monsieur, la question. Donc, G, 3G de X égale vrai, faire A. Je pensais que c'était une question. Monsieur, il a demandé une question. Y a-t-il une question? Non, non, je me demande. Ok. Alors, j'explique. Donc, finalement, dites-moi, la partie A a été exécutée combien de fois? Est-ce qu'une ou plusieurs fois? Plusieurs. Ok. Remarquez que le A, première exécution de A, deuxième exécution de A, troisième exécution de A, quatrième exécution de A.
finalement, le A, ce paquet A été exécuté plusieurs fois. Maintenant, s'il a été exécuté plusieurs fois, donc certainement c'est l'affaire d'une boucle. Il y a une condition qui nous permet d'exécuter A plusieurs fois. Donc finalement, le A, quand est-ce qu'il a été exécuté? Quelle est la condition d'exécution de A? Condition de X. Quelle est la condition d'exécution de A? Condition X est vraie. Condition sur X est vrai. Est vrai, tout à fait. Regardez. Tant que c'est vrai, tant que la condition est vraie, j'exécute A. Tant que la condition est vraie, j'exécute A. Tant que la condition est vraie, j'exécute A. Si la condition devient fausse, il n'y a pas de A. Voilà. Donc finalement, A a été exécuté plusieurs fois. Et plusieurs fois, quelle est la condition d'exécution de A? C'est que tant que la condition est vraie. Si elle est la condition vraie, j'exécute A. Si elle est vraie, j'exécute A. Si elle est vraie, j'exécute A. Vous avez compris? Oui. Donc, voilà. Donc finalement, f de x, la forme itérative. À votre avis, début, oui? Condition de x. Donc, condition. Tout à fait. Alors, voilà. X reçoit G de X. Très bien, formidable. Donc, tant que condition de X, tant que la condition est vraie, tant que la condition est vraie, vous voyez, vrai, j'exécute A. J'exécute A, c'est bon. Et on affecte de X à X. Voilà, mais avec un petit détail. L'exécution du premier A, c'est faite avec le paramètre X. Mais la deuxième exécution du A, c'est faite avec le paramètre G de X, c'est-à-dire X qui a changé. La troisième exécution, c'est faite avec le paramètre G de X, c'est-à-dire on applique la fonction G sur le paramètre. Pareil pour la quatrième exécution, on applique la fonction G sur le paramètre. Donc, la première exécution, c'est bon, c'est faite avec le paramètre X. Mais la deuxième exécution se fait avec quel paramètre? G de X. G de X. Donc, qu'est-ce qu'il suffit de faire? X reçoit G de X. Voilà. X reçoit G de X. Et c'est tout. D'accord? Tant que la condition est vraie, j'exécute A et je change le paramètre. Et je vérifie de nouveau. Si la condition est vraie, j'exécute A, je change de paramètre. Si la condition est vraie, j'exécute A et je change de paramètre jusqu'à ce que la condition devienne fausse. Si la condition devient fausse, je sors et je ne fais rien. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez compris cette transformation? Oui, monsieur. Voilà. C'est clair, monsieur. Très bien. Non, monsieur. Non, c'est quoi? Non. Est-ce qu'il y a une question précise? Ça fait rien. Peut-être le deuxième cas qui ressemble à avec le dernier point, ma femme. Alors, remarque que A est exécuté plusieurs fois. Donc, sûrement, c'est une boucle. OK. Donc, affaire boucle. Voici la boucle. Maintenant, quelle est la condition d'exécution de A? Voilà, c'est vrai. Vrai. Qu'est-ce qui est vrai? C'est-à-dire, tant que la condition égale vrai, tant que la condition égale vrai, j'exécute A. Donc, tant que la condition égale vrai, la condition, elle est appliquée sur le paramètre. Tant que la condition est vraie, j'exécute A. Mais ça, c'est la première exécution. Elle est là. Ça, c'est la première exécution. Deuxième exécution ne se fait pas avec X, mais plutôt avec G de X. Donc, avant de lancer la deuxième exécution, attendez, j'efface. Voilà. Ça, c'est la première exécution de A. Ça, c'est la première exécution. Et ça, c'est la deuxième exécution. Vous êtes d'accord? Et ça, c'est la troisième exécution. La première se fait avec le paramètre X. Mais la deuxième ne se fait pas avec le paramètre X, ne se fait avec le paramètre G de X. Parce que A, c'est un ensemble d'instructions qui risque de manipuler le paramètre, la variable de commande. Donc, elle se fait avec G de X. Et la troisième exécution se fait sur G de X. Ou G de X, c'est quoi? C'est la fonction G appliquée sur le paramètre. Donc, l'idée, c'est quoi?
La première exécution se fait avec x, mais juste après, il faut changer x vers g de x pour que la deuxième exécution se fasse avec g de x. La deuxième se fait avec g de x, et ensuite je fais x égale g de x, c'est-à-dire j'applique de nouveau la fonction g pour que la troisième exécution se fasse avec g de x, et ainsi de suite. Je pense que c'est clair pour le monsieur qui a posé la question. Oui, c'est bon. Parfait. Deuxième cas, s'il vous plaît. Deuxième cas. Ça va encore confirmer la compréhension. Deuxième cas, s'il vous plaît. Alors, le cas de figure est le suivant. Si condition x, alors A, fg de x. Sinon, B. D'accord? Si la condition est vraie, j'exécute A, ensuite un appel récursif. L'appel récursif avec le paramètre g de x. Sinon, j'applique le paquet d'instructions B. Est-ce que c'est une récursivité terminale ou non terminale? Non, Non terminal. Non terminale, ok. Tout le monde dit que c'est une récursivité non terminale. Ça dépend, monsieur. Ça dépend. Terminal. Parce que le terminal ou non terminal? Donc, elle est terminale. Elle est terminale, mes amis. Elle est terminale. Pourquoi elle est terminale? Parce qu'après l'appel, il n'y a aucune instruction. Je ne vais pas exécuter le B. Si la condition est vraie, je vais exécuter le A et l'appel. Si la condition est fausse, j'exécute le B. Mais jamais je ne vais exécuter le B après le F. Vous avez compris? C'est-à-dire, soit j'exécute ce paquet d'instructions, soit j'exécute le B. C'est-à-dire, après l'appel, il n'y a pas d'instruction. D'accord? Lorsque je dis récursivité terminale, c'est-à-dire après l'appel, il n'y a pas une instruction à exécuter. Et c'est le cas ici. Parce que si tu appelles F, ça veut dire que la condition est vraie. Et si la condition est vraie, donc ça veut dire que tu ne vas pas exécuter le B. Est-ce que c'est clair pour mademoiselle qui a dit... C'est clair, mademoiselle? Oui, c'est clair. Oui, parce qu'on parle de terminal en termes d'exécution et non pas en termes d'écriture. Parce que si la condition est vraie, tu exécutes A, ensuite l'appel et tu sors complètement. Si la condition est fausse, tu exécutes B. À aucun moment, je n'exécute une instruction après l'appel. Donc faites attention, c'est une récursivité terminale. Il n'y a pas d'instruction après l'appel. OK, allez, donc je vous demande la forme itérative équivalente, la forme itérative. Alors, bon, la même chose. Pour la première exécution, je commence avec fx, on suppose que la condition est vraie. J'exécute A, ensuite un appel. J'appelle f g de x. C'est-à-dire ça, c'est l'appel. Donc, deuxième exécution se fait avec le paramètre g de x. Je suppose que la condition est vraie. J'exécute A, ensuite un autre appel. On suppose que la condition est vraie. J'exécute f g de x. Je suppose que la condition est vraie. Donc, j'exécute A, ensuite un appel. Allez, le quatrième appel. Je suppose que la condition est vraie et j'exécute ce niveau avec le paramètre g de x. Je suppose que la condition est vraie. J'exécute A, il y a un autre appel. À un moment donné, la condition devient fausse. D'accord? Si la condition devient fausse, qu'est-ce que je vais exécuter? B. B. Je vais exécuter B. Mais avec le paramètre g de x. D'accord? OK, j'exécute le B. Il n'y a pas d'appel récursif. Si je termine ce niveau-là, où est-ce que je vais revenir? La fin de la fonction. Voilà. Je reviens ici. D'accord? Et remarquez, lorsque je reviens ici, il n'y a pas d'instruction. Donc, récursivité terminale. Il n'y a pas aucune. Lorsque je reviens ici, il n'y a aucune instruction. Donc, je termine, je reviens ici, je termine, je reviens ici et je reviens ici. D'accord? Alors, si vous avez compris ce schéma, et si vous êtes d'accord sur ce schéma, donnez-moi la solution itérative correspondante. نورمالمون كيما الاخرى باك نديرو بي تحت الطونك. Voilà. كنخرجوا من طونك نديرو بي. Ok, très bien. Début, donc début. Allez-y. Donc, condition X vraie. Oui, faire. A.
A. Très bien. X reçoit G de X X. reçoit G de X. Très bien. B. Très bien. Bad B. B. Voilà. Ah. Tout à fait à la sortie, lorsque la condition devient fausse, tout à fait à la fin, j'exécute B une seule fois. D'accord? B s'exécute une seule fois. J'exécute B et la fonction se termine. D'accord? Et B, une petite remarque, avec quel paramètre lorsque je sors de cette boucle, Le paramètre Quel est était le paramètre? faux. Exact. Voilà, très bien, très bien. C'est le paramètre qui a rendu l'évaluation fausse, à savoir G de X, avec lequel je vais exécuter le B. Justement, c'est le paramètre qui a rendu la condition fausse. D'accord? Donc, lorsque je sors d'ici, lorsque je sors de cette boucle, la condition devient fausse, sûrement avec le paramètre X qui a changé. Avec ce paramètre X, je vais exécuter le paquet d'instruction B. D'accord? Voilà. Donc, c'est la solution itérative équivalente. C'est clair? C'est bon? Waouh, moins 20. Rapidement. Alors, écrire une fonction récursive qui détermine si un mot est palindrome ou oui ou non. Vous suivez? Oui. OK. Alors, transformer cette fonction en forme itérative. Allez, on termine bientôt, hein, une petite concentration, s'il vous plaît. Alors, juste pour, ici, on demande un exemple. Donnez-moi le programme qui permet, ou bien l'algorithme qui permet de vérifier, l'algorithme récursif, qui permet de vérifier est-ce qu'un mot est palindrome, oui ou non. L'exemple par excellence, radar. D'accord? Allez, pour trouver une solution récursive, alors qu'est-ce qu'on fait? Donc, suivez. Donc, fonction palindrome récursive, je donne la chaîne et je donne le début et je donne la fin. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de commencer à vérifier le premier caractère avec le dernier caractère. D'accord? Avec le dernier caractère. Les cas de base, quand est-ce qu'on s'arrête? Quand est-ce qu'on s'arrête? Premier différent à le dernier. Tout à fait. C'est le début. Tout à fait. C'est le début. Ça, c'est le début. Et ça, c'est la fin. Donc, si le début est inférieur à la fin, c'est un cas d'arrêt. Ou bien, à un moment donné, début s'incrémente et fin se décrémente. F se décrémente. Si début dépasse fin, si le dépasse ou bien c'est égal, à ce moment-là, on dira que le mot est palindrome. Alors, donc, si début est inférieur à fin, alors si début est inférieur à fin, et mot début égale mot fin, c'est-à-dire s'il y a égalité entre R et R. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais appeler la fonction palindrome un appel récursif, toujours sur la même chaîne, mais je vais augmenter début et je vais diminuer fin. D'accord? Début devient ici et fin devient ici. D'accord? Sinon, si les deux conditions ne sont pas vérifiées, alors je teste. Si début supérieur ou égal à fin, alors c'est un cas d'arrêt avec succès. Si début supérieur ou égal à fin, c'est-à-dire vous avez augmenté début, vous avez diminué fin, jusqu'à un moment donné, ça devient supérieur ou égal. Bien sûr, tout dépend de la longueur, pair ou impair. Si c'est impair, à un moment donné, ils vont se rencontrer au milieu. Si c'est pair, ils vont s'inverser. Alors, si début supérieur ou égal à fin, alors retournez vrai. Sinon, ça veut dire quoi? Que mot début est différent de mot fin. Sinon, retournez faux. D'accord? Vous avez compris la solution récursive? Donc, principe, voilà, de vérifier le premier avec le dernier. Si c'est bon, j'incrémente début et je décrémente fin pour vérifier le deuxième avec l'avant-dernier, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si à un moment donné, il y a une différence en cours de route, je sors par faux. Si début dépasse fin, ça veut dire que le mot est palindrome. La question, essayez de transformer cette solution récursive vers une solution itérative. D'accord? Vers une solution itérative. Alors, on prend exactement le même schéma de tout à l'heure. D'accord? Tout à l'heure, vous vous rappelez, c'était quoi le schéma? Si conditions devient tant que condition. Vous allez reprendre exactement la même condition. Ensuite, s'il y a un paquet d'instructions, vous allez le reprendre et n'oubliez pas de changer les variables de commande. D'accord? FG de X devient X reçoit G de X. Vous allez reprendre la même condition
les mêmes paquets d'instructions et n'oubliez pas d'agir sur la variable de commande. Allez. Maintenant, la condition ici, c'est quoi la condition? La condition. Début inférieur à fin et mon début égal à mon fin. Voilà, c'est tout ça. C'est ça la condition. C'est ça la condition. D'accord? La partie A ici, c'est quoi la partie A, s'il vous plaît? La partie A. La condition, c'est début supérieur égal à fin, alors retourner vrai, sinon retourner faux. La partie A, la partie A. Pardon. C'est retourné par l'endroit. Ah, la partie A. La partie Ah, la A. partie A. Il y a pas. La partie A qui vient avant l'appel et qui est indépendante des appels récursifs. Il n'y a pas. Il n'y a pas de partie A, monsieur. Voilà, très bien. Il n'y a pas de partie A. La partie A, elle est vide. D'accord? La partie A, elle est vide. D'accord? Alors, dans ce cas, la construction devient très simple. Donc, tant que condition, vous allez reprendre la condition exactement, vous allez reprendre la condition. Tant que début inférieur à fin et mot début égale mot fin, je fais quoi? Début égale début plus 1 et fin égale fin moins 1. C'est le fameux x reçoit g de x. Parce que dans le cas général, il y a fait une seule variable de commande. Ici, il y a deux variables de commande. C'est début et fin. D'accord? Donc, ces deux instructions représentent le x reçoit g de x. Parce que tout à l'heure, il y avait une seule variable de commande. Maintenant, il y a deux variables de commande. Donc, début reçoit début plus 1 et fin reçoit fin moins 1. Et la partie A, elle est vide. D'accord? Donc, pour que vous voyez. Donc, la partie A, elle est vide. X reçoit g de x revient à faire début égale début plus 1 et fin égale fin moins 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Lorsque je sors complètement, je récupère la partie B telle qu'elle est. La partie B, celle qui se trouve après le sinon, je vais la reprendre. Alors, sinon, donc, je vais reprendre. La partie B, c'est celle qui est écrite en rouge. D'accord? Ce qui est écrite en rouge. Donc, c'est début supérieur égal à fin. Alors, retournez vrai, sinon, retournez faux. D'accord? Voilà, ça, c'est la solution récursive et ça, c'est la solution itérative, construite directement à partir de la solution récursive. Ce qui est intéressant, ça, c'est un algorithme. C'est-à-dire, on peut programmer cette transformation. Donc, je vous donne une solution récursive. Vous allez construire d'une manière automatique la solution itérative. Et ça, Monsieur Henaya, quelle est la meilleure solution? Itérative, bien sûr, itérative. D'accord? Il vaut mieux utiliser l'itérative. Parce que récursif, imaginez palindrome qui appelle palindrome. Donc, chaque appel se traduit par une sauvegarde de contexte, réservation d'un espace mémoire, etc. Ensuite, les retours arrière. Par contre, ici, tout se fait localement. Il n'y a aucune sauvegarde de contexte, aucune restauration de contexte. Dans ce cas, on préfère les solutions itératives. D'accord, monsieur? Monsieur, de ce niveau complexité, l'itérative, elle est mieux que... Mieux. Oui, mieux. Oui. Est-ce que vous avez compris la transformation? La transformation. Oui, mademoiselle. On est dans le cas de la récursivité terminale. Donc, on n'a pas de sauvegarde. Oui. D'accord. Alors, si vous avez compris la récursivité terminale, allez, un petit effort, s'il vous plaît, une petite concentration pour la récursivité non terminale. Essayez de suivre, s'il vous plaît. Allez, dernière ligne droite. Élimination de la récursivité non terminale. Alors, on parle de récursivité non terminale lorsque l'appel récursif est suivi d'une ou plusieurs instructions. Il existe un certain traitement après l'appel récursif. D'accord? Récursivité non terminale. D'accord? Donc, lorsqu'il existe un certain traitement après l'appel récursif. Ça, on l'a expliqué. Ici, pour éliminer la récursivité, il faut sauvegarder le contexte de l'appel récursif. Il faut le sauvegarder. Alors, comment? Suivez bien, s'il vous plaît. Alors, premier schéma. f de x, début, si condition x, alors A, un ensemble d'instructions. Ensuite, un appel récursif. D'accord? Si condition A, appel récursif. Fin de si, B. B, un paquet d'instructions. Dites-moi, est-ce que c'est une récursivité terminale ou non terminale?
Non terminé. تكمل اللاصه ريكيرسيف تدخل في البي. Voilà. Très bien. C'est une récursivité non terminale ici. Faites attention. Parce que après l'appel, je vais exécuter quand même B. Hein. N'oubliez pas que B est exécuté, que la condition soit vraie ou la soit fausse. Dans les deux cas, B est exécuté. Contrairement à tout à l'heure. Tout à l'heure, il y avait un sinon ici. Ce n'est pas la même chose. S'il y a un sinon, B est exécuté lorsque la condition est fausse. Mais puisqu'il n'y a pas un sinon, B, on l'exécute dans tous les cas. D'accord? Donc, c'est une récursivité non terminale. Parce qu'après l'appel, il y a un B. Il y a un B. D'accord? Si la condition est vraie, je vais appeler. Si la condition est vraie, je vais appeler. Et dans les deux cas, je vais appliquer B. Je vais exécuter B. C'est-à-dire B s'exécute que la condition soit vraie ou fausse. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui, monsieur. Ça. Est-ce que vous voyez, ce n'est pas une récursivité terminale. Elle est non terminale. Parce qu'après l'appel, il y a B. Allez, la question, toujours, je vous demande de traduire cette solution récursive vers une solution itérative. Et toujours, la même idée, pour pouvoir trouver le schéma itératif, je vous conseille d'essayer de dérouler. Et puisqu'on a compris comment ça se passe, donc, en principe, on trouvera la solution itérative. Allez, supposons que la condition est vraie. Si la condition est vraie, qu'est-ce que je vais exécuter? A. Je vais exécuter A. Ensuite, un appel à F. A. Ensuite, un appel à F. Si la condition est vraie, je vais exécuter A. Ensuite, un appel à F. À partir de cet instant, il va y avoir suspension de F, c'est-à-dire suspension de la première exécution pour lancer la deuxième exécution. Si la condition est vraie, avec le paramètre G de X, je vais exécuter A. Ensuite, un autre appel à F, mais avec le paramètre G de X. Ensuite, commence troisième exécution. On suppose que la condition est vraie. D'accord? Je commence par exécuter A. Ensuite, un autre appel à F. D'accord? Ensuite, il va y avoir une quatrième exécution et on suppose que la condition est vraie. Si la condition est vraie, je vais exécuter A. Ensuite, un autre appel avec G de X. Et on a expliqué ça, c'est quoi? Cette écriture, c'est quoi? Ensuite, il va y avoir un appel à F, G de X. Dans ce cas, la condition devient fausse. À un moment donné, la condition devient fausse parce que le paramètre qui change, X, change d'un appel à un autre. Donc, à un moment donné, X change et la condition devient fausse. Si la condition devient fausse, qu'est-ce qui va se passer? Le dernier appel de F. Voilà, la condition. Il vient tester la condition, il va la trouver fausse. Donc, qu'est-ce qu'il va exécuter? B. Il va exécuter B. D'accord? La dernière exécutée, on va exécuter B. Mais lorsque je termine B, où est-ce que je vais revenir? Ici. Le niveau précédent. Dans l'instruction qui suit l'appel. Parce que B suit l'appel. Même si la condition est vraie, lorsque je reviendrai ici, je vais continuer, je vais poursuivre l'exécution. Je vais poursuivre l'exécution en exécutant B. D'accord? Ensuite, lorsque je termine, je continue avec le B. Lorsque je termine, je reviendrai ici. D'accord? Pour continuer l'exécution de B. Lorsque je termine B, je reviendrai ici pour terminer l'exécution de B. Et à la fin, je reviendrai ici pour terminer l'exécution de B. Est-ce que vous avez compris ce schéma? Oui. Oui, ok. Maintenant, la condition. Alors, maintenant, je vous demande de simuler ce fonctionnement, d'exprimer ce fonctionnement, ce scénario-là, de l'exprimer avec les boucles. D'accord. Première remarque. Combien de fois A a été exécuté? Combien de fois? On travaille avec une pile. Justement, on va voir. On va voir. Okay. Dites-moi, combien de fois A a été exécuté? Combien de fois? Condition X vraie. Très bien. Donc, la condition est vraie. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Oui. Donc, la condition est vraie. Oui. Ça, j'exécute A. Ensuite, lorsque la condition est fausse, lorsque la condition devient fausse, qu'est-ce que je vais exécuter?
B, ensuite revenir en arrière. B. Et on revient. Lorsque la condition est fausse, qu'est-ce que je vais exécuter? On va exécuter B, monsieur. B, ce B-là. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que je vais exécuter? B du niveau précédent. Les B des niveaux précédents. OK. Les B du niveau précédent. Celui-là et celui-là, celui-là et celui-là. Maintenant, une question pour vous aider. Quel est le nombre d'exécutions de B? Égal à A. Égal à A plus 1. A plus 1. A plus 1. A plus 1, tout à fait. C'est le nombre d'exécutions de A plus 1. C'est le nombre d'exécutions de A plus 1. Exact. Maintenant, dernière vérification, s'il vous plaît. Lorsque je reviens ici pour exécuter le B, ce B, je vais l'exécuter avec les paramètres qui étaient là, à ce niveau-là. D'accord? Et ce B, on va l'exécuter avec les paramètres qui étaient là. Et ce B, je vais l'exécuter avec les paramètres qui étaient là. Et ce B, il va être exécuté avec les paramètres qui étaient là. Donc l'idée, avant d'appeler la fonction f, qu'est-ce qu'il fallait faire? Sauvegarde le x. Voilà, il fallait sauvegarder le x. Il fallait sauvegarder les variables pour qu'une fois avoir fait les retours arrière, je retrouve les valeurs de x dans le sens inverse de leur visite. Je sauvegarde dans ce sens, tel qu'on l'a expliqué tout à l'heure. Et la restauration se fait dans ce sens-là. Donc, pour pouvoir manipuler ces sauvegardes, ces restaurations, j'aurai besoin d'une pile. C'est la pile. Donc, avant d'appeler, l'idée, avant d'appeler, je sauvegarde. Avant d'appeler, je sauvegarde. Avant d'appeler, je sauvegarde. Avant d'appeler, je sauvegarde. Maintenant, j'exécute B et je reviens ici. Je récupère du submit pile. Je récupère du submit pile. Je récupère du submit pile. D'accord? Vous avez compris le scénario? Allez-y. Donnez-moi maintenant le code, s'il vous plaît. F de X, itératif, oui. Début. Début. Initialisation pile. Init. Ah, très bien. Nous avons besoin d'une pile. Voilà. P reçoit init pile. Voilà. Maintenant, c'est à nous de gérer la pile parce que c'est une solution itérative. Elle n'est pas gérée automatiquement par le système. C'est à nous de la gérer. D'accord? Donc, je déclare localement une pile. Très bien. Ensuite, début. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Init pile. Tout à fait. Prenez ses habitudes. L'initialisation de la pile. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Condition X. Très bien. Tant que condition X. Parce que A va être exécuté X plusieurs fois. reçoit G de X. Compiler X. OK. Tant que condition X, vous êtes d'accord que A s'exécute tant que la condition est vraie. D'accord? Oui. Tant que condition est vraie, qu'est-ce que je fais? J'exécute A. X reçoit G de X. X reçoit G de X. Exécute A et on préparer pile la prochaine. Voilà. X reçoit G de X pour préparer la prochaine insertion, exécution. Mais avant de changer X, qu'est-ce qu'il fallait faire? Empiler le X. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc, faire A. J'exécute A, le premier A, j'exécute A. Ensuite, j'empile le X, je sauvegarde la valeur de X qui était là parce que j'en aurai besoin par la suite. D'accord? Ensuite, je change le paramètre. D'accord? Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à tout à l'heure? J'exécute A, je change le X pour la prochaine exécution. Mais avant de le changer, il faut le sauvegarder. Il faut le sauvegarder dans une pile. D'accord? Avant de le changer, il faut le sauvegarder dans une pile. Je sauvegarde la première exécution, ensuite deuxième exécution, troisième exécution, quatrième exécution. À un moment donné, la condition devient fausse. C'est-à-dire, lorsque la condition devient fausse, je sors de cette boucle. Pour faire quoi? L'exécution DB. J'exécute Une autre boucle. Tant que pile vide. Non, attendez. Qu'est-ce que nous avons dit sur le nombre d'exécutions de B? Le nombre de A plus 1. Sur le nombre de A Initialement, plus on 1. exécute B. Et après, on désempile et on exécute. Voilà. Le nombre d'exécutions de B, c'est le nombre d'exécutions de A plus 1. Or, le nombre d'exécutions de A, quel est l'indice? Son indice, c'est quoi? Comment doit-on connaître le nombre d'exécutions de A? Comment le connaître? Combien de...
La taille de la pile. Tout à fait. Tant que la pile n'est pas vide, parce que remarquez, avec chaque exécution de A, il y a un empilement. Avec chaque exécution de A, il y a un empilement. Donc, le nombre d'exécutions de A, c'est le nombre des éléments dans la pile. Plus une exécution supplémentaire. Parce que le nombre de B, c'est le nombre de A plus A. Donc, l'idée, c'est quoi? Ici, qu'est-ce que je vais exécuter? Ici. Donc, le B avec le GX اللي خرجنا به من لابور. Très bien. C'est le B. Je vais exécuter le B. Première exécution de B. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pile non vide. Très bien. Tant que non pile vide, ensuite, je vais exécuter ce nombre de fois qui est égal au nombre de A. Au nombre de A, c'est par rapport à l'empilement. Tant que non pile vide, oui, je fais quoi? B بعد désempiler. Désempiler PX. Tout à fait. Désempiler PX, B. Et exécuter B. Voilà. Donc, finalement, le nombre d'exécutions de B, c'est le nombre de désempilements de la pile qui est égal au nombre de A plus A. Voilà. Et c'est ça la fonction. D'accord? Alors, pour la récursivité non terminale, il y a lieu d'utiliser une pile. Vous déclarez une pile et c'est à vous maintenant de gérer les sauvegardes. Donc, vous sauvegardez dans une pile empilée lors des appels, lors de l'exécution itérative. Au retour, vous allez désempiler. D'accord? Monsieur. Oui. إذا كان عندنا plusieurs variables, on va empiler. Oui, oui. Tu vas empiler toutes les variables, justement. Toutes les variables. D'accord? Tu vas empiler toutes les variables. Et nous avons dit, dans le cas général, tu empiles toutes les variables, justement, pour pouvoir les restituer par la suite. C'est ce qu'on appelle le contexte. D'accord? Voilà. Et vous avez un petit exemple ici. On va le voir éventuellement en TD. D'accord? OK. Donc, voilà, on a débordé. Attendez, j'arrête l'enregistrement.